Bonjour, monsieur Adam Ndiaye, vous êtes le président de la FANAF. Nous venons de tenir de brillantes assemblées générales ici à Kigali, une 40e assemblée générale qui a vu de l'affluence, 900 participants, la présence du président Kagame à l'inauguration, ce qui montre vraiment toute l'importance de l'activité des compagnies d'assurance aux yeux des dirigeants africains. Donc aujourd'hui, quelles sont les principales conclusions dégagées à la fin de cette assemblée? Je voudrais à l'entame donc remercier Financial Afrique pour cette opportunité. Vous nous accompagnez depuis un certain nombre d'années et vous rendez beaucoup plus visibles nos actions et notre profession. Concernant donc l'Assemblée générale de Kigali, il s'agissait d'un challenge à relever. Après l'Assemblée générale de Marrakech, où près de 1300 délégués s'étaient déplacés, Kigali, ce n'était pas très évident parce que ça fait figure de ville un peu enclavée, du moins vu du point de vue de l'Afrique de l'Ouest, oui, où est le cœur traditionnel de la FANAF. Sauf que Kigali, ça a été un franc succès. D'abord au niveau de l'organisation, ce qui n'est pas une surprise, parce que nous savons que le Rwanda est un pays qui est organisé, c'est un pays qui est structuré, et c'est un pays dont les populations ont à cœur l'organisation et la perfection dans l'organisation. Le deuxième succès réside dans la présence, comme vous l'avez dit, du chef de l'État à la cérémonie d'ouverture. Ça a été un honneur pour nous de recevoir un si grand monsieur qui est non seulement le président d'un pays qui est un pays moderne, qu'on appelle Rwanda, mais également aujourd'hui le président de l'Union africaine et qui, à ce titre, veut impulser des réformes majeures au niveau du continent. Le troisième motif de satisfaction, c'était la qualité des débats et la richesse des thèmes. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des débats parfois très passionnés depuis la conférence inaugurale où c'était l'assurance à l'épreuve, la pêche africaine à l'épreuve des distributions. Et où d'éminents spécialistes comme Victor Ndiaye, du cabinet de performance qu'on ne présente plus, mais aussi M. Xavier François Albuy, nous ont donné leur vision de la distribution. Ensuite, nous avons abordé cette distribution dans ces différentes déclinaisons, en termes de gouvernance, en termes de gestion opérationnelle, en termes de relations clients, en termes de rôle des intermédiaires, en termes de nouveaux métiers support et surtout en termes de l'apport de la régulation. Et tout cela a fait en sorte que les conclusions qui en sont issues, c'est d'abord un état des lieux. Nous constatons que nos sociétés ont pris du retard dans une époque qui est déjà en disruption. Donc, nous n'avons pas choisi Assurance africaine à l'époque des distributions, mais à l'épreuve pour montrer que les distributions sont déjà là. Elles nous font face, elles sont confrontées à nous. Il faut qu'on imagine des stratégies pour ne pas rater le train comme on l'a fait depuis très longtemps. De ce point de vue, je pense que c'est une assemblée générale dont nous pouvons être très satisfaits. D'accord. Donc, parlant de la distribution, justement, est-ce que le régulateur doit dépoussiérer le code des assurances? Parce qu'apparemment, il y a certaines dispositions qui ne sont pas adaptées pour la digitalisation. Je crois que le régulateur lui-même a conscience de la nécessité de dépoussiérer. Parce qu'il a mis un corset réglementaire au bout du lot, une barrière qui parfois s'apprend comme une barrière. Là, il fallait dessiner un chemin réglementaire. Et c'est toute la différence de vision entre les régulations qui sont des régulations beaucoup plus agiles et celles que nous avons eues jusqu'à présent. Certes, au niveau de la zone ciment, nous avons une chance inouïe. C'est qu'avant de décider, le régulateur s'assoit avec les métiers, communique avec les métiers, mais il a toujours le dernier mot. Et il n'est pas toujours sensible à nos arguments. Ce qui fait qu'il peut y avoir des choses mal perçues, parce que nous sommes des hommes de terrain. Eux, ils ne le sont pas toujours. Et quand on n'est pas toujours homme de terrain, on peut avoir une vision déformée de la réalité. D'autant plus que le secteur des assurances, comme partout dans le monde, est un secteur dont l'image n'est pas toujours très reluisante. Parce que nous ne faisons pas suffisamment de communication sur ce que nous faisons et sur ce que nous sommes. C'est le seul secteur, je pense, qui peut payer 1 milliard de dollars, environ 450 milliards de francs CFA. 1 milliard de dollars en fait. Oui, 1 milliard de dollars ont été payés au titre des sinistres et pourtant on n'en a pas parlé. Et on continue à dire que le taux de paiement justement des sinistres est encore trop bas dans notre zone. Le taux de paiement n'est pas trop bas. Il faut voir le verre, est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein. Ce qui se passe, c'est que l'assureur fait son métier et ne le fait pas son droit. Et puis également, il y a un parcours d'indemnisation
qu'il faut écourter. Nos procédures ne sont pas toujours simples, elles sont parfois extrêmement longues. Il faut dépoussiérer les mentalités des populations et également de nos clients. Et je vais simplement donner une anecdote. Il est arrivé qu'un de mes collaborateurs vienne me voir tout euphorique pour me dire « Ah monsieur, tel sinistre ». Je dis oui, il me dit heureusement que nous n'étions pas concernés. Parce que c'est un très gros sinistre. Je lui ai dit malheureusement nous n'étions pas concernés. Parce que le rôle de l'assurance, c'est justement de payer. Alors que nos personnels, pour certains, pensent toujours qu'il ne faut pas payer. Donc le premier travail, c'est au niveau interne. Faire en sorte que nos personnels comprennent. Parce que tant qu'ils ne comprendront pas, le régulateur ne percevra négativement. Aujourd'hui, je pense qu'à la CIMA, il y a des hommes qui sont intelligents, il y a des jeunes cadres qui sont très bien formés, et surtout au-dessus de la pyramide, il y a le Conseil des ministres qui prend des décisions qui parfois vont dans le bon sens et qui est soucieuse du devenir des populations. Je suis persuadé qu'ils seront accompagnés, même si l'accompagnement, la décision n'est pas très rapide. Dans un pays comme le Rwanda, ils ont une bonne réglementation par rapport à tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que c'est le même régulateur qui contrôle à la fois les banques et les compagnies d'assurance. Donc quand on va vers la digitalisation, vers le mobile money, il lui suffit simplement de contacter le régulateur des télécommunications pour qu'ils puissent réfléchir ensemble sur le cadre. Quand on est dans l'environnement CIMA, on a un régulateur unique des assurances, c'est la CIMA. On a 2 régulateurs bancaires, la Commission bancaire d'Afrique de l'Ouest et celle d'Afrique centrale. Et on a 14 régulateurs des télécommunications. Il faut d'abord trouver le cadre de concertation, s'entendre sur des concepts, sur des périmètres, pour asseoir une réglementation qui soit acceptée de tous. Et toute la lenteur est à ce niveau-là. Et je pense que nos pouvoirs publics devraient pouvoir imaginer des mécanismes permettant, pourquoi pas, de permettre aux acteurs d'y aller, de compter sur leur maturité, leur professionnel et leur sagesse, et d'accompagner le mouvement de l'encadrer. En réalité, je proposerais, pour qu'on puisse aller très rapidement, que les régulateurs initient ce qu'on appelle le test and learn. Test and learn. Test and learn, ok. Oui, on laisse tester des concepts. On observe, on apprend des erreurs des autres et on met une réglementation qui accompagne et qui encadre. Alors qu'aujourd'hui, le régulateur a tendance à ne bouger que quand il a compris tous les problèmes. Parfois même, ils peuvent anticiper sur des problèmes qui ne surviendront que dans 20 ans. Mais en attendant, nous n'aurons pas bougé. Et c'est ce changement de paradigme maintenant qu'il faut faire, d'où le panel numéro 5 qui s'est penché sur ça. Et je me réjouis quand même qu'une régulatrice, la directrice d'assurance du Gabon, ait amorcé le mouvement, tout comme au niveau du panel 2, un des régulateurs du marché ivoirien a compris que la satisfaction client, l'accompagnement de la compagnie doivent être également des préoccupations des régulateurs si on ne peut pas arrêter le travail. D'accord. Donc l'un des soucis majeurs que nous avons noté durant cette FANAF, c'est l'augmentation du capital minimum des assurances de 1 à 5 milliards d'ici 2021. Il semble que les compagnies ne sont pas encore prêtes. Dire que les compagnies ne sont pas prêtes, c'est peut-être voir le verre qui est peut-être à moitié vide, à moitié plein. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est d'un point de vue, il faut recamper le contexte de décor. D'où est venue cette mesure? Cette mesure, elle était dans l'air du temps, ou dans le pipe, depuis plusieurs années. Et je vais faire un bref rappel historique. En 1992, quand la CIMA s'est créée, le capital minimal avait été fixé à 250 millions de francs CFA pour les sociétés anonymes et à 150 millions pour les mutuelles. 5 ans après l'entrée en vigueur, pardon, 3 ans après l'entrée en vigueur du code, parce que le code est entré en vigueur en 2015, en 2005, donc dès 2008, la CIMA s'est rendu compte de la faiblesse de ce niveau de capital qui ne pouvait pas porter un véritable développement du secteur. Et le Conseil des ministres, en septembre 1998, a augmenté le capital pour le porter de 250 millions à 500 millions. À ce moment déjà, dans les motifs, il était dit qu'il fallait pousser les sociétés vers la concentration pour aller vers des grands ensembles. La concentration n'était pas opérée, les sociétés ont hissé à 500 millions et ont continué leur activité. Quelques années après, exactement 10 ans après, 98-2008, deuxième augmentation de capital, passage de 500 millions à 1 milliard. Les sociétés devaient se concentrer également dans les motifs, il n'y a pas eu de concentration. Toutes ont suivi pour être à 1 milliard, d'autres acteurs sont entrés. Et si on observe la trajectoire de 1996 à 2013-2014, il y a eu au sein de la CIMA
environ 104 nouveaux entrants et à peu près 28 sortants. 104 agréments pour une trentaine de liquidations. Et l'effectif continue d'augmenter. Alors, est-ce qu'un marché de 2 milliards de dollars, soit environ 1000 milliards de francs CFA, peut être animé par 180 acteurs? Ce qui donne donc une taille critique, une fragmentation du marché. Alors qu'ailleurs, c'est des marchés concentrés. Et dans la réflexion, donc, au niveau de la CIMA, ils ont essayé de faire un benchmark. Et ils sont tombés sur le cas marocain, qui est un marché qui est extrêmement concentré, alors qu'ils connaissaient les mêmes fragilités il y a 30 ans. En 1983, il y avait près de 90 sociétés. C'est à marche forcée, en poussant les Suisses à se regrouper ou à disparaître, qui sont parvenus à avoir un marché concentré, certes autour d'une quinzaine, voire d'une 17 acteurs, si on intègre les réassurés et tous les autres, mais d'un marché qui est aujourd'hui le second marché africain, même si ce n'est pas la seconde économie africaine. Le PIB est inférieur à celui de l'Égypte, de l'Algérie et de tout, mais le secteur des assurances est beaucoup plus dynamique. Alors ils ont voulu imiter cet exemple-là en disant si on passe de 1 à 2 milliards ou à 3 milliards, les mêmes vont suivre. Il faut passer à 5 milliards et dans la première mouture, c'est immédiatement. La décision n'était pas technique, c'est une décision politique. Politique parce que pour le législateur, il faut avoir un marché concentré autour d'acteurs de taille significative qui puissent influer sur le développement et qui puissent accompagner le secteur. Cette vision n'est pas celle des acteurs de l'assurance, qui pensent que même là où il y a la grande surface, le petit boutiquier du coin doit demeurer et avoir sa niche. Sauf que le régulateur dit, je ne suis pas contre la stratégie de niche, mais il faudrait qu'au niveau de la niche, on applique les mêmes règles d'organisation, de gestion, de structuration que chez les mastodontes. Parce que malheureusement, l'assurance, c'est un secteur où plus on est gros et mieux organisé, plus on est résilient. Alors aujourd'hui, c'est tous ces débats-là. Est-ce que les acteurs seront prêts? Je suis persuadé qu'ils le seront. Comme dans les fois précédentes, à 3 mois, 4 mois, nos acteurs ont toujours tendance à dire ça ne se fera pas. Alors que c'est dos au mur qui réagissent généralement. Je me souviens que lors de l'augmentation du capital de 2008, à quelques mois, au mois de novembre, le secrétaire général s'inquiétait et me disait est-ce que les acteurs sont prêts? Parce que quand nous avons fait la revue, nous avons vu qu'il n'y en a pas. Quelques mois après, tous... C'était l'allié. Oui, tous s'étaient alignés. Ils n'ont pas résolu leur fragilité, mais ils se sont quand même alignés. Aujourd'hui, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que sur les marchés, dans les pays, il faut que les relais de la CIMA, que sont les autorités, puissent faire asseoir les acteurs pour réfléchir marché par marché sur des stratégies pour permettre à ce que les acteurs puissent se mettre ensemble. Si elles ne peuvent pas se recapitaliser, que les acteurs puissent se transformer pour que l'assurance puisse fonctionner différemment. Parce que malheureusement, ce sont des assureurs qui ne se sont pas suffisamment transformés, qui ne se sont pas suffisamment capitalisés, qui continuent à porter la charge négative de tous les secteurs et qui continuent à faire croire que les assureurs sont des voleurs, alors que dans l'opposé, il y a des gens qui sont extrêmement professionnels. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que cette mesure favorise le capital étranger. Le capital local existe, à condition qu'on puisse le capter, qu'on puisse le motiver et qu'on puisse s'aligner aux mêmes standards que tous les autres. Ce n'est pas une opposition étrangers locaux, c'est une opposition recherche de performance, non recherche de performance. D'accord. Et là, justement, il y a quelques marchés qui sont encore très petits, comme la Centrafrique. Est-ce que ces marchés pourront s'aligner dès 2019? Je ne le pense pas. Objectivement, je ne le pense pas et je suis persuadé que les autorités également ne le pensent pas. Il y a quelques années, nous avions eu le cas de la Guinée-Bissau. Quand le capital est passé de 500 millions à 1 milliard, le ministre bissau-guinéen a saisi ses pairs pour leur dire que même les 500 millions, c'est beaucoup trop. Il a un marché en construction, il sollicite une dérogation. Cette dérogation a été accordée. Il faut 500 millions pour faire de l'assurance en Guinée-Bissau et je suis persuadé que la Guinée-Bissau ne lui imposera pas les 3 voire les 5 milliards parce qu'il y aurait là une aberration économique. Ce serait peut-être la même chose pour la Centrafrique, même si pour ces marchés, il y a eu des mesures d'accompagnement qui sont peut-être passées sous silence. C'est-à-dire, quand le marché n'est pas suffisamment important, nous sommes
dans une ère où la concentration elle peut se faire en interne, mais on peut autoriser également l'ouverture de succursales ou de bureaux dans les marchés qui ne sont pas suffisamment matures. Et je suis persuadé que dans des marchés comme la Centrafrique, si les ministres ne consentent pas à mettre un niveau de capital plus faible, certainement qu'ils consentiront, comme ils l'ont déjà autorisé pour le secteur de la vie, à ce que des sociétés qui sont hors de la Centrafrique puissent s'y installer. Des agences ou des délégations, quitte à ce que ces agences se transforment en sociétés anonymes lorsqu'elles auront atteint le seuil de maturité à la taille critique. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y aura une casse brutale. Nous sommes dans un secteur où personne n'a intérêt à ce que ça se casse. Sauf qu'il faut que les acteurs puissent comprendre que la bonne mesure, c'est d'accompagner ces décisions, de réfléchir ensemble et de savoir qu'on ne peut pas continuer sur un pays comme le Sénégal, parce que c'est le pays que je connais le plus, à avoir 140 000 chiffres d'affaires et à avoir 29 acteurs qui évoluent sur le marché. Ça ne permet pas aux sociétés de jouer leur rôle véritablement. Et même si on a 29 acteurs, on a une hyper concentration entre les mains de quelques acteurs au sommet, les autres ne jouant qu'un rôle secondaire. Et c'est à ces gens-là maintenant qu'il faudra les amener à se concentrer. Je n'ai pas attendu que ces réformes se fassent. Il y a quelques années, j'avais déjà fait des propositions en disant qu'il fallait que les gouvernements puissent, sur chaque marché, appeler un certain nombre d'acteurs et leur dire écoutez, l'État peut vous accompagner, vous êtes 4, vous êtes 5, mettez-vous ensemble. Et vous serez peut-être un peu plus gros. Plus fort. Et justement, il y a aussi une disposition, une circulaire sur les incorporations de réserves. Oui. Donc, est-ce que ça ne va pas aussi rendre plus compliqué les augmentations de capital? Il faut dire qu'à la base, lorsque l'augmentation se discutait et lorsque les ministres prenaient la décision à Yaoundé, ils étaient contre toute forme d'incorporation de réserve, en voulant imiter en cela le secteur bancaire. Parce que lorsque l'État a augmenté au niveau des banques, c'était un numéraire, l'augmentation de réserve était exclue. Tout à fait. C'est la FANAF qui a entamé les discussions et qui a sorti une note communiquée au comité des experts pour montrer qu'il fallait raisonner plutôt en termes de capitaux propres plutôt qu'en termes de capital social. Parce que le capital social, c'est juste une ligne du bilan qui n'a pas une grosse signification et qu'il fallait plus raisonner en termes de capitaux propres. La crainte des autorités, c'était de dire aujourd'hui que nous savons qu'une mesure a été prise en 2016, si toutes les réserves sont intégrées, est-ce que des sociétés ne risquent pas de dégraisser des provisions pour sortir des bénéfices et les faire monter, ce qui serait des mesures de contournement? Tout à fait. Alors, ils ont sorti cette circulaire pour limiter l'incorporation de réserve à l'année 2015. C'était déjà une avancée par rapport à ce qui avait été décidé initialement, mais il reste entendu que la logique consistant à frapper tout le monde avec le même ballon ne peut pas prospérer, parce qu'il y a des sociétés qui ont des réserves qui sont sûres, qui sont de bonnes réserves, même s'il y en a qui seraient tentés d'utiliser les mesures de contournement, ce n'est pas une raison pour pénaliser ceux qui font bien leur travail et qui veulent bien continuer à bien faire leur travail. Donc la négociation sur la réserve, elle va continuer. Nous avons encore quelques temps. Nous allons retourner vers la CIMA, essayer de travailler avec eux pour qu'au lieu de 2015, ils puissent peut-être incorporer toutes les réserves, quitte à ce qu'ils exercent leur devoir de contrôle de l'effectivité et qu'ils puissent nous dire les réserves qui sont admises, les voilà. Je pense que c'est la démarche dans laquelle on pourrait évoluer et nous sommes prêts à retourner vers la CIMA dans le cadre des entretiens que nous avons en permanence pour essayer de faire évoluer sur ce plan-là. Ce n'est pas gagné, mais généralement quand la CIMA a des arguments qui tiennent, ils ne sont pas là pour tuer le secteur, ils sont là pour l'accompagner. Donc, dernière question, c'est par rapport justement à la zone CIMA. La zone CIMA, c'est 14 pays, mais elle est entre plusieurs régulations, puisqu'on a l'IOMOA et la CEMAC. Donc les compagnies d'assurance qui sont situées, par exemple, dans la zone CEMAC, si elles veulent placer leurs réserves dans la zone, par exemple, de la BRVM, elles n'ont pas, ou elles ont des limitations, est-ce que ça ne retarde pas vraiment la création d'un marché unique de l'assurance? Vous touchez là au cœur d'un problème qui est réel et qui ne s'est pas seulement posé dans la zone CEMAC. Au début, il se posait même à l'intérieur de la zone UEMOA et de la zone CEMAC. Dans les toutes premières moutures du Code des assurances, le placement des affaires à l'intérieur du pays. Localement.
il a fallu la réforme de 98, je pense, pour qu'on autorise 50% en dehors du pays. Il y a cette barrière réglementaire, mais parce que la régulation monétaire et la régulation des assurances n'ont pas eu la même vision. Les uns cherchent à protéger les réserves de change, les autres à asseoir un marché unique des assurances. Et je pense qu'il y a un cadre aujourd'hui qui est très propice. Ce sont les comités de stabilité financière. Au niveau de l'UMOA, il y a ce comité. Au niveau de la CIMA, il y a ce comité. Le président de la commission régionale, ici, tout comme le secrétaire général de la CIMA, c'est dans ces comités que ces problèmes ont été posés. Et je suis persuadé qu'avec la volonté politique des États, on ira peut-être progressivement vers une intégration des deux zones. Parce que le débat existe, on en parle. C'est peut-être parce que la zone UMOA a semblé être beaucoup plus résiliente que la zone CEMAC, que le travail ne s'est pas encore fait. Mais il y a également une barrière qui est extrêmement importante, la barrière fiscale. Oui, tout à fait. La barrière fiscale, où on sait que même quand on veut placer son argent dans d'autres zones, le rapatriement des intérêts induit une fiscalité qui peut être extrêmement onéreuse et insupportable. Voilà, en fait, c'est que je suis persuadé que dans les comités de stabilité, avec les conseils des ministres de la zone franc, ces problèmes vont être posés, ils ont déjà été posés, et on va réfléchir sur ça. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci.